please take your seats. We're going to get started. Okay, take your seats. It's about to begin. Okay. Welcome back after this very nice Interprète coffee s'excuse, mais pour l'instant, nous n'avons pas de son en and, cabine. On a un petit sweets problème technique. or apples for those of you who like apples. Okay, this next session is going to be a discussion about what we just heard. But what we would like to come out from the discussion is okay, we have this information, so what next? What recommendations will there be for MSF regarding many issues that we have spoken about, like patient age, neonate, post-neonatal Désolé, mais pour l'instant, nous n'avons pas de son, on ne peut pas level of interpréter. severity, Ah, ça y est, merci, c'est bon. CPAP, high flow. Donc, discussion sur le niveau de soins, le CPAP, le haut débit, depuis le poste de santé jusqu'à un soin, une unité de soins intensifs en néonate, donc beaucoup d'aspects techniques, le niveau de formation du personnel, etc. Voilà pour les points à débattre. Vous connaissez la plupart des intervenants, mais je voudrais vous présenter Monsieur Lang qui va nous parler des niveaux de soins. On a beaucoup parlé. C'est comme ça que ça marche. Ah, le micro. Ah, merci. On a eu des présentations sur la prise en charge des enfants et des nouveau-nés en contexte hospitalier. Maintenant, qu'en est-il de l'accès à l'assistance respiratoire au niveau communautaire? On a des recommandations sur la prise en charge de maladies courantes, y compris les maladies respiratoires. Dans les centres de santé, on a des algorithmes de prise en charge. L'IMCI, notamment ce qui a été mis en place par MSF Suisse avec le e-care. Et peut-être que dans des centres de santé plus importants, pour améliorer la qualité de prise en charge, notamment en ayant des solutions d'électricité pour les concentrateurs oxygène, pour l'éclairage, pour les chaînes de froid, à partir de panneaux solaires. Ce qui permettrait, partant, de traiter les insuffisances respiratoires dans les centres de santé périphériques. On a aujourd'hui des concentrateurs à oxygène portables et grâce à ce réseau clinique, on pourrait également améliorer l'accès des populations, même dans les zones à faible revenu, à faible ressources. Et comme on l'a entendu de la part des différents intervenants, cela dépend des moyens, de la logistique et de la formation. Et là,
je me tourne vers nos collègues plus opérationnels. Ahmed, je suis chargé des opérations médicales à Bruxelles et je m'occupe de la région des Grands Lacs, donc Guinée, Burundi, Rwanda et RDC. Et donc, je couvre des zones à faible niveau de ressources. Et comme on l'a dit, dans ces contextes, on attend beaucoup en termes de faisabilité et d'application de ces solutions. Et je voudrais reprendre ce qui a été dit. On a beaucoup de travail de rattrapage à faire, notamment en ce qui concerne l'assistance respiratoire, ne serait-ce que pour l'appro en oxygène. Donc, avant de passer, parler du CPAP et de l'énergie haut débit, je voudrais juste parler de la logistique simple. On a encore des difficultés à mettre en place les éléments les équipements les plus rudimentaires et les plus basiques. Et il y a aussi le coût d'opportunité qui se présente à nous. C'est intéressant d'entendre parler de la faisabilité, mais également du coût associé à ces équipements. Et du point de vue opérationnel, lorsqu'on considère l'organisation, l'infrastructure, l'espace dont on a besoin, je pense qu'une analyse risque-bénéfique est importante, mais il est important d'avoir des solutions logistiques pratiques. Parce qu'en plus, comme vous le savez, on voudrait avoir une décentralisation de ce type de soins qui devrait être intégré à d'autres niveaux de prise en charge. Et l'assistance respiratoire dans les centres de santé primaires en Guinée ou en RDC, étant donné les difficultés d'accès au site en raison de la topographie de la région, est un gros défi pour nous. C'est pour cette raison que ce sera intéressant de voir quelle est la faisabilité de l'application de ces solutions dans ces centres de façon à éviter à avoir une unité centrale, un service central à un niveau plus élevé. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le coût qui serait associé à cela, parce qu'on a des choix à faire en termes de coût d'opportunité lorsqu'il s'agit d'investir dans les équipements d'assistance respiratoire. Voilà, j'espère que dans la discussion, on pourra aborder cette question de la faisabilité opérationnelle et de l'application de ces équipements sur les terrains. Avant d'ouvrir le débat, comme vous le savez, vous êtes certainement conscient qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont posé des questions relatives à cette application pratique. Mais j'aimerais pour ma part apporter ma réflexion. Je voudrais vous demander quelle est votre première impression sur les exposés que vous avez entendus ce matin. Je pense que le projet IRBID est assez remarquable, mais il faut se rendre compte que lorsque IRBID a été monté, au départ, c'était avec des pédiatres du Yémen. Et peut-être que la Jordanie est un exemple qui pourrait être une source d'inspiration, mais ça ne pourrait pas se reproduire dans tous les contextes. Mais la partie soins infirmiers est très importante, mais ça demande beaucoup de temps, je pense. En français, excusez-moi, mais c'est un petit peu difficile pour moi en anglais. C'est vrai qu'à IRBID, on a eu la chance d'avoir une équipe d'infirmières qui était très bien formée et où l'implantation de la CPAP était plutôt facile. Mais je pense qu'avec des formations
continue, je pense que ça peut être implanté sur d'autres contextes, voilà, et adapté, voilà. Merci. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, Elise, parce que vous ne m'avez pas prêté votre casque cette fois-ci. Je pense que partout dans le monde, la néonatologie devient plus une spécialité de soins infirmiers plutôt qu'une spécialité médicale. Et pas uniquement dans les contextes à ressources limitées, mais en ce qui concerne l'assistance respiratoire non invasive, surtout. C'est une conclusion que je tire aujourd'hui de mes observations. Donc, il faut assurer les soins infirmiers et avoir cette escalade de soins telle qu'elle a été décrite tout à l'heure. En tout cas, c'est de mon point de vue médical. Je n'écarte pas, bien entendu, tous les problèmes logistiques que vous abordez et qui sont propres à vos contextes. Merci. Il faut en fait étudier le contexte où vous êtes, où vous avez vos programmes. Et je pense que l'attention du personnel infirmier reste tout à fait fondamentale. Et entrer dans les détails des circuits, de l'équipement, de qui va s'en charger, qui va se charger de l'entretien, de la propreté de ce matériel. C'est une partie très importante qui doit être l'objet de réflexion en amont sur le terrain. Et il faut étudier ça dans tous les détails de façon à avoir un système complètement sûr. Il est important que tout le monde comprenne cela. Par exemple, pour l'embout nasal et les flexibles, voir les effets que ça peut avoir, c'est très important. Donc, selon moi, il faut que le personnel comprenne les risques et le potentiel des équipements qu'ils utilisent. Merci beaucoup. Il semble que Airbid est devenu une source de réflexion très importante au sujet du CPAP au sein d'MSF. Maintenant, si on quitte Airbid et qu'on va ailleurs, où allons-nous mettre en place ces dispositifs d'assistance respiratoire? Y a-t-il des questions dans la salle? Soit à un intervenant particulier, soit à l'ensemble des participants. Mostly directed to Andrew Argent and Nick Evans. Une question qui s'adresse à Nick Evans. Votre exemple n'est tout à fait atypique, alors que l'exemple de l'Éthiopie est plus typique de ce que l'on connaît à MSF. De plus en plus, lorsque l'on a des enfants qui décèdent devant nous, on est dépourvu de tout moyen. Et comme l'OMS promeut les circuits et que c'est devenu une recommandation du ministère de la Santé en Éthiopie, au Bangladesh, tout le monde nous demande est-ce qu'on peut utiliser ce système. Ce qui nous inquiète, c'est d'avoir uniquement de l'oxygène. Et ma question, est-ce que ça vaudrait le coup qu'MSF investisse dans ce système pour mener une étude, ou est-ce qu'il faudrait allouer nos ressources à autre chose, avec peut-être de l'oxygène à haut débit qui serait peut-être plus applicable en RCA. Non, j'ai pas besoin du casque, non. Oui, la réponse est oui. Alors,
sur les éléments probants, c'est que en pédiatrie, et on pourra en parler tout à l'heure avec mon voisin, c'est que ce qui existe dans les contextes à ressources élevées ou moyennes ne sont pas applicables. On a eu le dos au mur pendant très longtemps quand on était face à ces enfants très malades. Et en fait, on s'est rendu compte que nos actions étaient parfois plus délétères que positives. Et lorsque le risque, c'est de les sauver à moitié avec tout un tas de conséquences que l'on ne maîtrise pas. Donc, il faudrait être plus structuré. Maintenant, quant aux études cliniques, est-ce qu'elles seraient applicables sur le terrain? Je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à cette question. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une étude clinique peut-être plus rétrospective plutôt qu'une étude randomisée, mais ça répondrait peut-être déjà à une partie des questions. Mais effectivement, oui, ce serait imaginable. Pour reprendre ce qui vient d'être dit, lorsque l'on a parlé de l'introduction de l'oxygène dans des pays comme le Nigeria, par exemple, l'une des priorités de leurs études dans StopROP, c'était d'avoir un dispositif de surveillance de la saturation plutôt que de l'action systématique. Ça a changé complètement les tactiques et les stratégies, ce qui, bien qu'on a beaucoup plus ajusté le débit d'oxygène qui était administré, et je donnerais davantage la priorité à la supervision sur des dispositifs peu onéreux plutôt qu'à l'intervention. Lorsqu'on est au stade de l'intervention, lorsqu'on parle du Bangladesh, une fois encore, dans cette étude StopROP, on a dit on ne va pas avoir le système idéal, mais on va avoir un système qui relève d'un choix pragmatique, parce que c'est applicable sur le terrain. Le débit élevé, c'est peut-être très bien pour les enfants atteints d'asthme et qui sont âgés de 10 ans, mais pour des tout petits qui ont une détresse respiratoire, peut-être que c'est sur cette tranche d'âge et sur cette pathologie qu'il faut se centrer et entrer dans les détails de l'équipement qui existe. Et en fait, ce qui compte pour moi, c'est pas ce que je peux faire aujourd'hui pour ce patient-là. C'est avoir un dispositif qui reste pérenne, jour après jour, semaine après semaine, et faire en sorte que ces équipements soient opérationnels tout le temps. Et il faut que sur le terrain, cet équipement soit adapté aux besoins. En contexte néonatal, on ne peut pas utiliser l'oxygène de manière judicieuse s'il n'y a pas de surveillance et de supervision. Une fois encore, je le répète. Et une saturation à 100% pour les nouveau-nés, c'est pas bon, de toute façon. Et il faut se fixer des cibles, des objectifs de saturation au préalable. Sinon, ça ne marchera pas. Hi, I'm Catherine Horn. Catherine Horan, je suis pédiatre à Miami. J'ai fait 4 missions en Afrique avec MSF et je l'ai dit à chaque fois dans mes rapports de retour qu'il fallait ce type de dispositif. Maintenant, la difficulté, c'est la formation du personnel. Je me demande si on ne pourrait pas avoir des thérapeutes spécialisés dans la détresse respiratoire qui connaissent très bien ces machines, les humidifications, les mélangeurs, et peut-être que sur certaines missions, à Katiola, au Libéria, par exemple, je pense que ce serait un lieu idéal pour dispenser des formations sur la prise en charge de ces patients. Peut-être que ce serait la prochaine étape, parce qu'en tant que médecin, pour moi, mettre une canule dans le nez d'un enfant, c'était quelque chose de trop complexe, parfois trop technique. Et donc, je pense qu'il faudrait une formation de ce type. Dans les pays d'Afrique de l'Est, en Sierra Leone, on a des responsables cliniciens
qui ont une formation plus courte pour certains gestes médicaux et les infirmières aussi, dans les contextes à ressources limitées, sont ceux qui prennent la tête de ce type de prise en charge. Effectivement, la formation doit se centrer sur, doit cibler cette partie du personnel. Je voudrais répondre à ce qu'a dit Natia tout à l'heure. Maintenant, si l'on veut améliorer le niveau de santé par unité, peut-être que l'assistance respiratoire doit être une priorité, mais comme les autres l'ont dit, c'est une approche multidisciplinaire qu'il conviendrait d'adopter. Il faut travailler avec les logs pour avoir effectivement une alimentation électrique permanente 24/24. Peut-être que le CPAP, ça peut être une solution pour des sites où le niveau de ressources est extrêmement limité. Merci. Où est-ce que vous étiez? J'ai pas entendu la personne qui a posé la question tout à l'heure. Alors, les thérapeutes spécialisés en détresse respiratoire, ça existe en Amérique du Nord, ça n'existe pas en Australie, j'en ai jamais vu dans d'autres contextes. Je ne comprends pas complètement, enfin, je perçois un peu le rôle qu'ils peuvent jouer, mais ce que Nicolas a décrit, c'est-à-dire avoir des infirmiers, des infirmières spécialement formés sur la partie technique de l'assistance respiratoire, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Mais bon, ça, c'est mon impression. Maintenant, j'attends les avis des autres et leur évaluation des situations. Bonjour, Léa Leisnen. Je viens du Liban et je suis pédiatre. Ma question est la suivante. Quel est l'obstacle à la pérennité et à l'entretien de ces dispositifs sur les missions? Qu'est-ce qui empêcherait les missions d'avoir le CPAP et le débit élevé lorsqu'on en a besoin? Est-ce que c'est un problème de budget ou est-ce que c'est un problème de formation? Je pense que cela va dépendre des contextes. De mon expérience dans les pays où nous avons des ressources limitées, ça commence par l'espace disponible et l'infrastructure, parce qu'il faut quand même pas mal de place pour avoir tout cela mis en place. Ça, c'est une première difficulté. Ensuite, c'est le niveau de formation du personnel. Sur certaines missions, le nombre d'infirmiers qualifiés, diplômés d'État, c'est pas complètement acquis partout. Et puis, il y a d'autres priorités qui sont en concurrence. Vous avez parfois pas d'alimentation électrique permanente. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est pour les éléments basiques. Et puis ensuite, il y a toute la partie liée à l'introduction d'un nouvel équipement, de nouvelles solutions techniques. Et la formation, alors en Éthiopie et au Libéria, il a fallu des ressources supplémentaires. Le ratio patient-infirmier n'est pas forcément le même dans ces cas-là. Donc ça peut être une difficulté dans la mise en place de ces dispositifs. Et puis après, bien entendu, il y a les questions financières. Et lorsqu'on considère les contextes d'opportunité, si le PALU, c'est un fardeau de 57% et qu'en plus, vous devez ajouter cet équipement alors qu'il y a d'autres priorités médicales qui sont en concurrence avec cela, c'est des arbitrages qui sont difficiles à réaliser. OK. Hi. Bien. Bonjour. Je vais parler en français. Et je vous présente mes excuses. Je suis Ghislaine Chabot, résident en pédiatrie et qui a travaillé pour Médecins sans frontières suisse. En fait, je sais que la première session, le focus a été beaucoup plus mis sur les problèmes respiratoires chez les nouveau-nés. Mais quand je regardais les images d'Airbeat, j'ai été frappé par un fait. J'aimerais savoir, dans les contextes dans lesquels nous travaillons, les contextes MSF, comment réussissez-vous
à mettre en place le classique circuit d'hygiène, d'asepsie en néonatologie. Merci. Well, can I try in English or? Est-ce que je peux essayer en anglais? Alors, IRBID, c'est certainement un exemple assez spécifique. Le niveau de soins était déjà très élevé. Dans la plupart des unités néonatales où nous travaillons avec MSF, eh bien, la plupart du temps, nous n'envisageons pas l'utilisation de chauffeuses. On a des berceaux classiques parce que on ne peut pas toujours avoir les mesures de prévention des infections. Ça dépend des environnements. Mais il faut quand même vraiment avoir des bons niveaux de soins infirmiers avant d'envisager le CPAP. Donc on regarde le circuit du patient aussi au sein de l'hôpital. On voit de quelle façon les bébés sont réanimés dans la salle d'accouchement, comment les patients sont transférés à l'intérieur de l'hôpital. Et une fois que tous ces aspects-là fonctionnent, eh bien là on peut envisager de mettre en place une ventilation non invasive. Juste pour revenir à ce qui a été dit, je pense qu'une des présentations a montré que, en termes de décès néonataux, eh bien, ce sont les 24 premières heures qui comptent. Les 24 premières heures de vie sont vraiment cruciales. Et si on regarde nos contextes dans lesquels il y a le plus d'accouchements, eh bien, il faut que ces accouchements aient lieu dans des centres où les conditions sont adéquates. Et donc, il faut d'abord fournir les soins indispensables avant d'envisager d'autres soins plus spécialisés. C'est ça, je pense, l'objectif principal. Donc, les 24 premières heures, ce sont des heures cruciales. Et je pense que ces soins indispensables aux nouveau-nés, eh bien, c'est nettoyer les voies respiratoires, l'alimentation du nouveau-né aussi. Alors, je pense qu'il faut s'intéresser essentiellement à ces questions-là d'abord. The basics. We should do the Vous m'entendez, je crois? Je suis là. Je pense qu'en fait, il faut aider les bébés à respirer. Chaque bébé. Et donc là, il faut vraiment s'assurer que les étapes essentielles recommandées par l'OMS soient réalisées et donc notamment les maintenir au chaud. On n'a pas parlé de ça encore vraiment. Mais la grande majorité des bébés qui meurent en Afrique, au sud du Sahara, bien c'est un choc thermique. Bonjour, je m'appelle Florencia, conseiller médical à Genève. Et je suis des programmes au Moyen-Orient et en Amérique latine. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit. Ce n'est pas vraiment une question, plutôt un commentaire sur l'ensemble du sujet. C'est intéressant de voir et d'écouter d'autres expériences à IRBID, par exemple. Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment montré, c'est le contexte de la Jordanie. La Jordanie n'a pas été directement affectée par la guerre. Alors oui, mais peut-être moins que d'autres pays du Moyen-Orient. L'éducation médicale n'a pas été directement impactée. Et donc,
ils prennent en charge un certain nombre de réfugiés syriens. Et je pense que vous avez pu mettre en place ce projet formidable parce qu'il y avait déjà un haut niveau de soins. La continuité des soins n'a pas été impactée. Les personnels médicaux ne sont pas enfuis, ils ne sont pas allés ailleurs. Et si on compare avec la situation au Libéria, j'ai travaillé aussi un nombre d'années au Libéria. Eh bien, au Libéria, les soins infirmiers sont de très bonne qualité également. Donc, ils n'ont pas tant besoin que cela de l'aide des médecins ou des spécialistes qu'ailleurs au Moyen-Orient. Mais si on pense à l'Irak, par exemple, un pays qui a été vraiment détruit par la guerre, tous les services ont été totalement désorganisés. Donc si on veut mettre en place un système d'assistance respiratoire à Mossoul, par exemple, c'est vraiment compliqué. On n'est pas en mesure d'assurer une bonne continuité. Il y a un roulement de personnel, le personnel n'est pas toujours qualifié et il faut l'avoir à l'esprit. Donc on doit travailler aussi sur les soins infirmiers et la prévention des infections. Si on pense que d'ici à la fin de l'année, on pourra escalader le CEPAP correctement, on sera heureux. Mais il faut vraiment s'assurer que les soins infirmiers soient prodigués de façon adéquate. Parce que la situation est différente de celle que l'on a pu voir ailleurs. Donc il y a vraiment ces questions d'électricité et d'infection. Hello over here. Bonjour. À droite, je suis à droite. Question. Alors, je viens de l'Université du Michigan et aussi du Népal. Alors, ces mesures pour passer de l'oxygène au CEPAP à des traitements supplémentaires, est-ce que ces données sont disponibles publiquement afin que d'autres puissent y avoir accès ? Aussi, alors, pas forcément des données agrégées, mais est-ce qu'on sait quel est le pourcentage d'hôpitaux MSF proposent tel ou tel type de traitement? Alors, par exemple, c'est CEPAP à bulles ou canules, etc. Alors, les recommandations IRBID vraiment portent sur l'unité sur place. Alors, Nicolas, peut-être que vous pourriez répondre, est-ce que c'est disponible de manière générale? Je crois que c'est vraiment dans le cadre du projet IRBID uniquement pour les raisons qui ont été évoquées. C'est parce que le contexte sur place est assez spécifique. Mais je pense que les principes de l'escalade, et même dans la littérature, on verra que les gens peuvent avoir des critères différents en fonction de l'unité où ils se trouvent. Il n'y a pas forcément de normes universelles. Ce qui est important, pas forcément les critères en tant que tels, mais le fait qu'il y ait des critères, que les gens sachent quelles sont les étapes à suivre, à respecter. Là, je ne peux pas faire de commentaires concernant ces recommandations pour IRBID, on va savoir si elles sont disponibles pour tous, parce que je pense qu'elles concernent vraiment ce contexte-là en particulier. Bien, ces recommandations ont été conçues spécifiquement pour IRBID et elles ne s'adapteraient pas forcément à d'autres contextes parce que les circonstances sont différentes. Le changement, eh bien, c'est que les gens ont mis en place des mesures moins invasives. Et il y a moins d'aspiration. Ce n'est plus systématique. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut mettre en place aussi dans d'autres contextes MSF. Surtout lorsqu'on a vu les photos de l'Ouganda tout à l'heure, je pense qu'attendre 60 secondes avant d'aspirer, ce n'est plus l'état de l'art désormais. Donc, lorsque l'on réanime un bébé correctement, on peut aussi éviter de traiter certains nouveau-nés au moyen de la ventilation. Et donc, il y a aussi des choses que l'on peut faire sans avoir besoin de recourir à des appareils médicaux spécifiques. Alors, je ne peux pas répondre pour MSF de manière générale, mais en tout cas pour OCP, nous avons un projet où on a démarré le CEPAP à Bulle, en Afghanistan, à Koursk. C'était au mois de décembre 2018. Et nous avions également une équipe d'infirmiers et d'infirmières qui effectuaient déjà un très bon travail. Et tous ensemble,
Nous avons examiné les choses avec l'équipe obstétrique, nous avons revu le circuit des patients au sein de l'hôpital, les transferts, s'assurer que vraiment ces patients soient maintenus bien au chaud, c'était déjà un défi. Donc à OCB, c'était le premier projet où on a utilisé le CPAP à bulle. De manière générale, on a de l'oxygène à disposition dans l'ensemble des unités de soins pédiatriques. Et également des appareils de surveillance de la saturation, évidemment. Mais peut-être que Nadia pourrait parler de OCBA ou... honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en est des autres endroits de manière générale, mais on a encore le temps pour une question. Ensuite, ce sera la conclusion et je vous remercie tous pour vos questions pertinentes. Joseph, pédiatre, je travaille avec MSF. Alors, en tant que clinicien, on a besoin du CPAP parce que nous sommes vraiment les seuls qui s'est destiné. Et la plupart des cas que nous traitons sont des cas critiques. Et nous passons énormément de temps à la réanimation, massage cardiaque. Et pendant ce temps, les enfants attendent. Donc, on a besoin peut-être d'une infirmière pour 3 ou 4 enfants, alors qu'en fait, on en a une pour 20 ou je ne sais combien de patients. C'est compliqué. Mais si on veut réduire le stress dans les unités néonatales, les unités pédiatriques, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil? Parce que même nous, membres du personnel, nous travaillons en situation de stress. Nous ne savons pas comment vraiment convaincre les gouvernements d'arrêter ces combats et ces luttes. Parce que même l'équipe de nuit est en situation de stress. Et quand on est stressé, ça se voit, ça se ressent. Donc il faut qu'on puisse tous travailler dans des conditions plus paisibles et peut-être encore plus dans ces unités pédiatriques ou néonatales. Il faudrait qu'on ait peut-être quelqu'un qui puisse défendre ses besoins. Souvent, lorsqu'on va sur place, sur le terrain, eh bien, on est confronté à tous ces problèmes, manque d'électricité, personnel insuffisant. Et donc même si on arrive à sauver une seule vie, c'est quand même toujours ça. Alors, vous êtes stressé parce qu'il y a trop d'enfants pour un infirmier ou une infirmière, c'est ça? Et parce que vous ne pouvez pas avoir plus de personnel dans l'unité? Il y a un manque de personnel, c'est ça le problème? Mais effectivement, mettre en place le CPAP dans ces conditions, c'est compliqué. Merci pour ce commentaire. Alors je pense que c'est une bonne conclusion pour la matinée. Donc on a vu l'importance de mettre en place des règles et des objectifs pérennes. Alors il faut voir quelles sont les situations, les contextes, les conflits existants, l'infrastructure à disposition. Parce qu'on parle de tout petits bébés, n'est-ce pas? Et donc, il y a un ODG qui concerne chacune de nos missions. Donc, il ne s'agit pas uniquement de se pencher sur la 4e, il faut les envisager tous dans leur globalité. Donc, vraiment, merci pour vos commentaires. J'aimerais conclure cette discussion en 45 secondes. En fait, j'ai 3 points à mentionner. Je pense que nous avons beaucoup entendu du besoin de soins infirmiers adéquats, bien ciblés. Et je pense que, quel que soit le projet pédiatrique ou néonatal, il faut qu'il y ait des soins infirmiers d'excellente qualité. Sinon, c'est une perte de temps. Les infirmiers et les infirmières, ce sont des gens formidables, hein, vraiment. N'est-ce pas?
Deuxième chose, nous avons tous à cœur d'améliorer la santé de ces enfants. Nous voulons leur permettre de se développer. Et on apprend les choses au fur et à mesure. Et la question de savoir, c'est comment on peut réaliser cette escalade de soins. Donc, ventilation invasive ou non invasive, on ne peut pas démarrer un projet si on n'a pas les bases. Donc, faire en sorte que les bébés restent au chaud, voir comment ils respirent. Alors, c'est un bon programme. Aider les bébés à survivre en leur fournissant, leur prodiguant les soins de base, les soins indispensables. Et ne pas oublier les familles. Parce qu'on n'a pas parlé de cet aspect, mais les mères et les pères sont les personnes qui vont vivre avec cet enfant. C'est pourquoi nous devrions également insister sur le pot à pot, parce que même s'il y a d'autres effets, eh bien, ça va les maintenir au chaud et il y aura aussi la possibilité de les allaiter. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci pour les questions que vous avez posées. Nous aimerions remercier les conférenciers, leur remettre un petit cadeau de Stockholm et bonne lecture. Nous allons passer directement à la partie suivante de la matinée et nous allons parler du POCUS, donc échographie au point de traitement. 3 personnes vont faire une présentation. Nous avons Carla Schwanfeldhoff de MSF. Elle est en Suisse. Nous avons Mala Sabino, qui est directeur activité au Malawi. Et Esemat Abdallah, qui est le point focal au Soudan du Sud. Hello everyone, I'm Carla. Thank you for Bonjour à tous, je m'appelle Carla, merci pour cette présentation. Je suis ravie d'être ici pour vous parler de cette question, POCUS, mais je suis vraiment encore plus heureuse d'avoir mes amis avec moi. Ils sont venus directement du Soudan du Sud et ce sont des excellents utilisateurs de ce système et d'excellents formateurs également. Alors, petit aperçu de la mise en œuvre de l'utilisation de l'échographie au point de traitement. Donc, ce sont des exemples sur le terrain au Niger, au Soudan du Sud, et mes collègues pourront vous donner plus de détails. Alors, qu'est-ce que c'est, POCUS? Eh bien, je pense qu'un grand nombre d'entre vous le savez, il s'agit d'utiliser l'échographie. C'est une utilisation qui est faite par des gens qui ne sont pas radiologues pour prendre des décisions médicales au lit du patient, ou aussi pour pouvoir décider de modifier le traitement ou pour répondre à des questions cliniques. Donc, les praticiens savent comment obtenir des images au lit du patient et comment les interpréter. Grâce à ce processus, c'est un processus qui est très simplifié, eh bien, nous n'avons pas besoin des services des radiologues, mais nous pouvons former les cliniciens pour l'utiliser dans certaines situations. Et c'est très pratique dans les zones éloignées. Alors voici différentes applications, elles sont nombreuses, mais nous avons vu qu'un certain nombre d'applications sont vraiment utiles sur le terrain, notamment l'échographie cardio-pulmonaire pour pouvoir, par exemple, voir les causes d'une dyspnée. Il y a aussi IFAST pour identifier la présence de fluide dans l'abdomen ou le thorax. Il y a aussi les tissus mous, les os. On peut également suivre des actes grâce à l'échographie. On peut également vérifier l'accès grâce à l'échographie. Et aussi en néonatologie, c'est utile pour évaluer un hydroencéphale ou un traumatisme ou des convulsions. Et aussi, par exemple, en cas d'appendicite, ça peut être très, très utile. Alors, je vais vous montrer comment nous mettons en place ce système POCUS. Je vais vous expliquer de quelle façon les choses sont faites en termes de formation, donc au Niger, mais aussi ailleurs. Donc, nous avons eu des formations d'une durée d'1 mois qui ont lieu vraiment sur le terrain, donc au sein des hôpitaux.
Ce sont des formations très individualisées, 2 ou 3 personnes seulement chaque jour. C'est très pratique, pratico-pratique, vraiment afin que les gens adoptent les bons gestes et les bons réflexes. Donc il y a des médecins locaux, des sages-femmes, aussi des assistants médicaux, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et qui pourront garantir la bonne continuité. Donc nous avons une approche vraiment pratico-pratique. C'est la personne qui reçoit la formation qui utilise l'appareil d'échographie en permanence et il faut réaliser au moins 25 examens avant de pouvoir utiliser ce système de façon indépendante. Il y a un lien aussi, télémédecine. C'est un peu notre filet de sécurité. Ça permet également d'assister la personne en cas de situation difficile. Alors là, nous avons à Wales et à Magaria fait au moins 2 formations de ce type. Et nous avons réussi à former 3 médecins à Wales, 8 responsables cliniques et 10 à Magaria. Donc, nous avons réalisé un suivi de ces projets jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin de 2018, nous avions environ 1000 examens échographiques. Et il s'agissait d'indications claires. Donc, vous avez par exemple une grande majorité, ce sont les échographies cardio-pulmonaires. Donc, ça semble très utile, c'est très utilisé sur le terrain. Ensuite, il y a l'utilité perçue par les praticiens. Donc, ils confirment que c'est quelque chose de très utile. Donc, ils ont changé la prise en charge après l'examen, après l'échographie. Et dans 31%, ça a permis de confirmer un diagnostic. Donc, ça fait vraiment toute la différence quand même. Donc, au total, nous sommes tous convaincus que c'est quelque chose de vraiment utile. Alors, ce n'est pas encore parfait, c'est sûr. Il y a encore ce nombre de choses à améliorer, par exemple le suivi, le contrôle qualité, mais nous y travaillons. Et plus les choses avancent, plus nous nous améliorons. Mais c'est vraiment quelque chose de fort utile sur le terrain. Et pour vous donner un exemple, nous avons ici quelques illustrations sur le terrain. Merci Carla. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler un peu de notre histoire. Donc, échographie au point de traitement à Wales et la façon dont cela peut impacter de façon positive le traitement que nous prodiguons à nos patients au Soudan du Sud. Donc, nous avons ici une petite fille de 2 ans qui est amenée à l'hôpital par sa mère. Donc, elle avait des diarrhées sanguinolentes depuis 6 jours, vomissements, vomissait de la bile et elle pleurait aussi de façon inconsolable. Donc, examen de la patiente, température normale, les signes vitaux étaient dans les limites supérieures et il n'y avait pas de malnutrition. L'examen a montré également que l'abdomen était détendu mais souple. Maintenant, au laboratoire, eh bien, on a vu une légère anémie. On n'avait pas la possibilité d'avoir les globules blancs, ce n'était pas disponible. Le test m'a paru négatif. Nous n'avons pas pu faire de radio de l'abdomen, ce n'était pas disponible à ce moment-là. Donc le diagnostic initial était dysenterie. Mais il s'est préoccupé de la possibilité d'avoir une occlusion intestinale. Donc pour ce cas précis, eh bien, on a envisagé le POCUS. C'est un médecin formé, donc c'était moi ce jour-là, qui a dû aller prêter main forte pour faire une échographie de la patiente. Alors, j'ai utilisé la sonde LINAR et j'avais quelques questions en tête. Donc, je recherchais surtout une occlusion intestinale et une invagination. Donc, j'ai pu obtenir ces images, comme vous pouvez voir. Donc, à gauche, on voit clairement les signes qui sont typiques d'une invagination.
À droite, vous avez une deuxième image. C'est une image longitudinale de la même lésion. Et on voit clairement de quelle façon l'intestin rentre en fait dans l'abdomen. Donc, d'un point de vue clinique et aussi sur la base de l'échographie, nous avons pu établir un diagnostic d'invagination. Alors, en termes simples, c'est une partie du petit intestin qui se télescope avec une autre partie. C'est assez courant chez les enfants âgés de 6 mois à 3 ans. Et généralement, les antécédents sont assez typiques, correspondent à ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et l'examen physique peut être variable. Parfois, rien de spécial. On peut avoir une sorte de masse un peu en forme de saucisse du côté droit de l'abdomen. Et dans ce cas-là, l'imagerie est vraiment utile, surtout l'échographie, pour établir le diagnostic. Et pour ce qui est du traitement, ça peut être une intervention chirurgicale ou réduction hydrostatique, pneumatique. Et si on ne fait rien, malheureusement, cela peut être mortel et le taux de mortalité est élevé. Donc voici de quelle façon nous procédons. Donc pour diagnostiquer l'invagination grâce au POCUS, nous scannons l'ensemble de l'abdomen à la méthode peinture. Et moi, je cherche quelque chose de spécifique, quelque chose qui révélerait l'invagination. Et je cherche également des signes d'occlusion intestinale. Donc, en associant ces différents éléments et l'examen clinique et les antécédents médicaux, on peut établir un diagnostic assez précis. Donc, dans ce cas-là, précis, le chirurgien est venu et ils ont confirmé l'invagination. La patiente pardon. Donc la patiente a été opérée et malheureusement il y avait tout de même des signes d'occlusion intestinale. Nous avons donc appelé un autre clinicien, le responsable clinique, qui a réalisé une autre échographie. Et là, une autre invagination, malheureusement. Donc, à nouveau, nous avons fait appel au chirurgien, nouvelle opération, réduction de l'intestin. Et l'état de la patiente a commencé à s'améliorer lentement. Et nous avons pu la laisser rentrer chez elle au bout de 10 jours. Voilà donc pour mon cas. Maintenant, je vais demander à mon collègue Zebon Philippe de vous parler à son tour de son expérience. I'm a little bit short. Je suis désolée. Le changement de l'attitude climatique fait que j'ai un rhume, donc c'est pas très agréable pour vous d'entendre ma voix. Donc moi, je suis au Sud-Soudan, je travaille pour OCG et je vais reprendre ce qui a été dit. Je suis là pour vous présenter le cas d'un enfant de 9 mois qui est arrivé sur site avec des signes qui étaient les suivants: irritabilité, fièvre. Et à l'examen physique, on a observé une tachycardie, fièvre, très irritable, avec abdomen distendu, avec percussion, effet tympanique, des indurations, avec l'analyse d'urine était normale, il était négatif au palu, on n'avait pas de radio à dispo, donc on a fait une écho. Et excusez-moi.
Étant donné les symptômes, on avait suspecté une sepsis avec une cause abdominale et on a commencé par des antibiotiques. Mais 24 heures plus tard, persistance de douleur abdominale, irritabilité, abdomen toujours distendu et pas de mouvement intestinal à ce moment-là. Donc, on a soupçonné aussi une invagination avec une possibilité d'occlusion. Et donc, nous avons décidé de poursuivre avec une échographie sur site, donc une échographie POCUS qui nous a produit cette image. Et on a envoyé les images à la télémédecine qui nous a confirmé les résultats en 15 minutes, ce qui a présenté des signes classiques d'invagination que vous voyez à gauche. Et une dilatation à droite, signe typique d'une occlusion intestinale. La télémédecine nous a recommandé de faire un traitement de l'invagination de manière hydrostatique. Nous avons convenu en tant qu'équipe de réaliser l'intervention. On a obtenu le consentement. On a envoyé le patient au bloc avec une infusion rectale par un cathéter de Foley. Et nous avons pu voir la résolution des signes observés en temps réel grâce à l'échographie. Après l'intervention, donc, le patient a produit des selles avec une amélioration clinique assez spectaculaire. Nous avons procédé à un suivi avec le POCUS une fois encore. Le patient est sorti au bout de quelques jours. Donc, en synthèse de tout ça, je dirais que notre expérience avec POCUS sur le terrain nous a montré que c'était un outil très précieux et la mise en application peut être tout à fait efficace sur nos terrains avec des explorations du thorax, de l'abdomen, ainsi que des fractures. Et grâce à l'association avec la télémédecine et la formation, on a obtenu des bons résultats. Enfin, j'aimerais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur le programme POCUS à MSF, le Dr Simona, le Dr Mossa, ainsi que Steven, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour faire cet exposé. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans toutes les sections MSF pour mettre ce programme en place, ceux qui nous ont formés aussi. If there are any questions, so we are open to questions. Thank you. We'll give time for one or two questions. On a un peu de temps pour une ou deux questions et ensuite on passe à l'exposé suivant. Merci beaucoup pour cet exposé. Hi guys, my name is Sashi. Sashi. I'm a general medical doctor, general practitioner. Je suis généraliste et je travaille pour MSF sur différents sites. J'ai une question très brève sur la formation avec les responsables techniques et la formation des médecins sur le terrain. Quel est le programme pour la formation continue et le suivi et l'évaluation des stagiaires? Je sais que la télémédecine est très utile, mais est-ce que vous faites des cours de recyclage? Parce qu'on utilise beaucoup les échographies dans les camps de réfugiés, mais on n'avait pas de programme officiel de formation et de suivi de la formation.
Alors, on a des objectifs très ambitieux, l'idée étant d'avoir des formateurs dans chaque pays pour qu'il y ait une redondance, parce qu'on veut, on voit les choses en grand, on veut que ce soit quelque chose qui se pérennise. Donc, on a des points de contact POCUS qui vont suivre une formation de formateurs. On en a déjà fait une à Djouba avec nos 2 participants ici présents. Et l'idée, c'est de développer davantage les capacités, parce que si nous n'allons pas, nous, personnellement sur place, on ne peut pas le faire. On essaye d'avoir des visites de suivi au moins une fois par an pour assurer le minimum. Voilà pour la partie formation en présentiel. Et puis la télémédecine pour vérifier les images. Et bien entendu, on ne peut pas télécharger toutes les images. Ce n'est pas toujours possible. On en rêve, on y travaille. Et j'espère qu'à un moment donné, ça sera complètement opérationnel. Y a-t-il une autre question? Merci. Je suis chirurgien. En pédiatrie, ça m'intéresse beaucoup tout ce que vous avez exposé. Vous avez de la chance parce que vous avez une unité de chirurgie près de votre hôpital, mais comment MSF trouve une solution lorsqu'il n'y a pas de chirurgie à proximité de POCUS? Parce que sans la chirurgie, ça n'a pas très grande utilité. Effectivement, ils ont tous les 2 des services de chirurgie à proximité. En fait, ça dépend du montage du programme. Parfois, vous avez un hôpital de référence. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic posé le plus vite possible de façon à pouvoir orienter le patient vers l'hôpital s'il y a lieu. S'il y a un bloc, c'est génial, mais en tout cas, c'est essentiellement référer le patient ou en tout cas s'en tenir à des solutions conservatoires, pardon. Et puis sinon, on réfère le patient. Voilà. Encore une question. C'est très politique sur nos sites. Il y a eu beaucoup de conflits entre les cliniciens POCUS et ceux qui veulent le faire dans un cabinet valable. La critique est tout à fait légitime, qui est celle du risque d'erreur de diagnostic. Je me demande quelle était votre expérience avec cela. Est-ce que vous avez eu des problèmes de diagnostic dans ces 2 contextes? Oui, on est bien conscient de ce problème potentiel et on ne l'a pas écarté, on ne l'a pas ignoré. Ça peut se produire et parfois ce sont des conséquences assez graves, effectivement, mais la télémédecine a permis d'élucider les doutes et de dissiper les doutes sur les cas sur lesquels on ne peut pas parvenir à un résultat ou un diagnostic certain. En fait, on a dit que c'était un outil de diagnostic supplémentaire. Il faut tenir compte du tableau clinique du patient, mais en tout cas, ça a une valeur ajoutée, ça c'est certain. Mais il est vrai qu'il y a eu des erreurs aussi. Et l'idée, c'est d'avoir une approche avec toutes les équipes pour tirer une conclusion et poser un diagnostic ensemble. Mais c'est juste un outil de diagnostic supplémentaire. Merci beaucoup. On va voir notre première PED Talk, comme on l'a appelé, de Lynn Neild, qui est cardiologue pédiatrique. Elle soigne des enfants qui ont des maladies cardiaques et elle travaille à l'hôpital de Toronto, au Canada, et elle travaille. Elle enseigne à Sick Kids, c'est le nom de cet hôpital, et elle fait partie aussi de l'équipe de télémédecine de cardiologie de terrain. Elle est spécialisée en échocardiographie et elle soutient la plateforme. Elle participe à la plateforme de télémédecine d'MSF depuis 2016. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation élogieuse. J'attends que le PPT, on m'a demandé comment j'avais commencé à travailler chez MSF.
En fait, c'était accidentel et une coïncidence. J'étais à l'école de ma fille. J'ai rencontré le docteur Selim Kassal qui me disait qu'il avait été en Éthiopie, qu'il travaillait avec MSF. Et il m'a dit, on a besoin d'un cardiologue en pédiatrie. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, oui, ça a l'air super. Et donc, voilà, ça a commencé en 2015. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné. C'est très intéressant de pouvoir s'adresser à vous. Et comme beaucoup de certains collègues, je travaille dans une très grande ville, dans le plus grand hôpital pédiatrique du Canada. On a tous les moyens que vous pouvez imaginer pour soigner les petits. Et donc, lorsque j'ai commencé à travailler chez MSF, il a fallu que je change complètement ma manière d'aborder le traitement de ces enfants dans des contextes économiques plus ou moins riches, surtout pauvres. Alors, quelques éléments sur la cardiologie en pédiatrie. Je vois beaucoup d'enfants qui ont un murmure innocent, des douleurs thoraciques bénignes, ou qui ont des antécédents. Et puis ensuite, vous avez des maladies congénitales, les enfants cyanotiques, acyanotiques, des arythmies, des tachycardies. Et je fais beaucoup de diagnostics fétaux. Donc, on pose le diagnostic avant la naissance, ce qui nous permet de préparer l'intervention. Ça contraste beaucoup avec ce que j'ai vu sur la plateforme de télémédecine, où ces enfants sont extrêmement malades, avec cyanose, des détresses respiratoires, des œdèmes sur tout le corps. J'en avais vu que 2 fois dans ma vie à Toronto. Et alors que là, c'est très courant. Ils sont très malades, ces petits. Alors, chez moi, je peux commander tous les examens que je veux. On a un système où tout est théoriquement gratuit dans le système de santé canadien et vous pouvez dispenser tous les examens. Et là, c'est super lorsque vous avez des soins universels. Parfois, vous commandez trop d'examens, mais on a de toute façon les signes vitaux, les radios. Je peux aller jusqu'à séquençage pour les maladies génétiques. Et c'est complètement différent de ce que l'on a sur le terrain. Alors oui, les signes vitaux, environ 50% de Kg, les données de saturation d'oxygène, et cela nous ramène à CPAP, à l'oxygène débit élevé. Souvent, je ne connais pas la saturation et pour beaucoup d'enfants, c'est très difficile d'identifier la cyanose. 20%, on a aussi la pression artérielle. Les radios, c'est peut-être 20% des cas et généralement, c'est en antéro-postéral frontal. On va beaucoup parler du pocus cardiaque. Je suis très heureuse que l'on ait parlé tout à l'heure. Donc, je vais vous parler aussi du pocus cardiaque qui, selon moi, est une voie d'avenir. Et puis, j'ai ajouté les examens sanguins aussi parce que je me demande si ça doit être forcément indispensable. Souvent, on n'a pas de culture. C'est pas possible parce que c'est comme ça. Voici mon fils qui a eu une écho à l'hôpital d'Ontario. Vous voyez l'échographe. On a 6 à 7 sondes avec une vidéo. C'est un appareil qui coûte des milliers de dollars. Vous avez des oreillers, vous avez tout ce qui est confortable pour le patient. Et voici une photo que m'a donnée Adi. Voici le contexte classique de l'échographie sur site avec un petit ici qui n'est pas couché alors que normalement il devrait être couché. C'est une pièce très lumineuse. Il y a un autre enfant couché sur le même lit. Et on voit ici les images. Malgré tout, on arrive à produire une écho. Alors, quelques statistiques un peu rudimentaires. Quand j'ai commencé en 2016, on était 2 cardiologues pédiatriques. Aujourd'hui, on est 5. Ce qui m'a frappé, c'est que les cas en pédiatrie sont en train d'augmenter, mais ces cas ont été multipliés par 8 en 3 ans pour la cardiologie. Et je me dis que plus de formation, plus de focus cardiologie va apporter une augmentation de ce nombre de cas. Et on va se retrouver avec des milliers d'enfants qui auront des problèmes cardiaques à la naissance. Donc,
Et là, c'est mon petit grain de sel. On voudrait sauver tous les enfants. Et c'est une toute petite portion de l'ensemble des enfants que l'on a en pédiatrie. En ce qui concerne l'échographie cardiaque sur le terrain, et comme j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient ces échographies sur le terrain, je ne peux pas demander des images très pointues que moi-même, je ne peux pas produire. Maintenant, je travaille avec Rangu. On va essayer de créer une vidéo sur l'utilisation de cette machine sur quelques enfants pour vous donner quelques conseils, quelques astuces, parce que ça reste néanmoins un appareil limité. Voici un de mes patients de Toronto qui avec une communication interauriculaire, même si vous n'êtes pas cardiologue, vous voyez qu'il y a un gros trou au milieu du cœur ici. La fonction du cœur est normale. Il n'y a pas d'épanchement ici. Mais je demanderai plusieurs dizaines d'images pour cet enfant. Et voici un cas POCUS avec... c'est à l'envers, oui, effectivement. Mais c'est un diagnostic. Je peux être sûre à 100% que c'est une communication interauriculaire. Et là, on va passer à l'algorithme de la prise en charge. Mais c'est juste pour d'autres exemples ici. C'est une excellente technologie pour un appareil qui est super solide et pas cher. Vous avez un enfant de 7 ans sur un enfant du terrain qui, avec une cardiomyopathie en bas, vous avez un cœur normal. Vous n'avez pas besoin d'être cardiologue pour apprécier qu'en haut à gauche, le muscle ne tient pas. Il se balance un peu. Alors qu'en bas, on voit le muscle qui se bande, qui grossit. Alors là, en haut à gauche, il y a vraiment une cardiomyopathie. Ce qui a conduit entre beaucoup de débats entre moi, Adi et d'autres pour savoir ce qu'il était possible de faire. Et Michael Mohammed, qui est un collègue de Toronto, qui vient de Kampala en Ouganda, qui est en train de suivre une formation en tant qu'interne à Toronto. Et j'espère que ce qu'il aura appris en Toronto va lui apprendre en Ouganda. Et c'est lui qui a participé à 90% de cette étude. La première chose à remarquer sur ce camembert, 233 cas sont passés entre nommés. Donc c'était normal dans 14% des cas. Ce qui est important, les images n'étaient pas bonnes dans environ 10% des cas. Je pense que c'est une question de pratique et j'espère que ma vidéo va permettre d'améliorer la formation. 13% n'avaient pas eu d'écho. C'est quand même une partie importante de ce camembert. Et je vois qu'en fait, les lésions sont plutôt petites. Maintenant, la question est de savoir comment on va attribuer les moyens et les ressources à ces pathologies. C'est important d'avoir ces statistiques pour savoir ce que l'on peut faire à partir de ces données. La plupart ont moins d'1 an, ce qui est assez courant pour les maladies cardiaques congénitales. Donc on parle de petits bébés vulnérables et fragiles. POCUS était faisable et techniquement possible dans 80% des cas, ce qui me semble tout à fait incroyable compte tenu du contexte. Et un diagnostic définitif dans plus de 80% des cas également. On a parlé tout à l'heure de la marge d'erreur de diagnostic, bien entendu, c'est vrai. Ça existe aussi en cardiologie. Par exemple, moi, j'ai pas toujours tous les clichés, donc je ne peux pas savoir s'il y a une transposition des vaisseaux ou une autre forme de maladie cardiaque, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un faux diagnostic. Les recommandations dépendaient grandement des lésions. Et ce que j'apprécie ici, c'est que dans un quart des cas, il ne fallait pas intervenir directement sur le cœur. Donc, il fallait se centrer sur la pneumonie ou le problème respiratoire. Et il a fallu changer la prise en charge dans 60% des cas. Et ça, c'est l'un des principaux messages à retenir. Parce que moi, quand je suis à Toronto derrière mon ordinateur, je peux aider à faire évoluer la prise en charge de ces patients
parce que je me rends compte à quel point ça peut changer les choses pour le personnel et pour la famille. Bien entendu, la mortalité est plus élevée que ce que l'on imaginerait. 50% des enfants avaient des pathologies qui pouvaient faire l'objet d'une prévention, mais qui auraient requis une chirurgie à cœur ouvert. Et parfois, on avait des enfants qui étaient en stade final de cardiomyopathie. Ce qui est très utile, selon moi, c'était que le pronostic était bon pour un tiers des cas. Donc, les enfants ont récupéré, sont retournés chez eux. Et si l'on peut pratiquer la chirurgie, c'est 4% qui s'en sortent, c'est très faible. Et si on ne pouvait pas apporter des soins intensifs, ou en tout cas une prise en charge de type soins intensifs, malheureusement, l'évolution des patients va être négative. Et c'est certainement le point à débattre. Et quoi que nous fassions dans le monde, pour 20% des enfants, le pronostic était mauvais. Donc ces données étaient très utiles. J'ai reçu beaucoup de retours avec des remerciements. On a pu dire à la famille qu'il fallait passer aux soins palliatifs, qu'il fallait passer ces derniers moments avec l'enfant, parce que nous n'avions plus les moyens de faire quoi que ce soit. Donc maintenant, vous avez une petite idée de la cardiologie pédiatrique sur le terrain. On veut l'oxygène, on veut le CPAP, on veut des soins intensifs en néonat. Et j'ai divisé cela en 3 catégories. Dans un monde idéal, on peut tout faire. Et moi, je crois à un objectif à atteindre qui pourrait nous demander éventuellement 10 ans. Alors, bien entendu, la prévention, les cardiopathies rhumatismales sont assez courantes. Et une partie des cas que j'ai vus ont pu être traités, mais il faudrait aussi avoir une prophylaxie, des analyses de sang. Pour le diagnostic, le mandat de MSF, c'est d'avoir des ambassadeurs de POCUS avec davantage de formation sur le terrain. Parce que même si on ne peut rien faire, au moins, cela permet de mieux identifier. Parfois, vous avez des cas cyanosés et j'ai dit continuer avec l'oxygène. Et parfois, c'était d'autres cas où il ne fallait pas de l'oxygène parce que ce n'était pas des problèmes respiratoires. Le rêve, c'est d'avoir tous les traitements possibles. Vous avez une bonne prise en charge des insuffisances cardiaques. Ce que j'aimerais, c'est de certains médicaments en IV qui pourraient permettre de traiter des problèmes cardiaques à court terme. Michael me parle beaucoup du fait qu'il ne peut pas y avoir une unité de soins intensifs en Ouganda, mais en tout cas, des soins à autodépendance comme on les a fait avec un niveau de sophistication plus élevé que ce qui existe déjà. Peut-être essayer de référer ces enfants sur des hôpitaux où il y a des blocs, où la chirurgie est possible. Et puis aussi, dans les différents pays d'Afrique, essayer, en tout cas dans certains pays d'Afrique plus stables, essayer d'avoir des centres d'excellence où l'on peut avoir une prise en charge chirurgicale du plus grand nombre d'enfants possible. Je pense que ce programme est très intéressant. Je suis très heureuse d'y avoir participé. Voici Michael, qui est en 3e année de cardiologie, qui a suivi une formation à Cape Town, au Cap, en Afrique du Sud, et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des cardiopathies et qui a voulu se spécialiser dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci pour cet exposé très intéressant. On va continuer brièvement et on va parler de l'hackathon qui a eu lieu 2 jours avant notre journée. On va vous expliquer brièvement ce qu'est le hackathon. I can tell you all about it. So I have about 10 minutes to tell you a little bit about what we did over the last 2 days. Alors, on va vous révéler ce qui a été fait ces
2 derniers jours, on est un petit peu en retard. Je sais que tout le monde a faim, donc je vais m'en tenir à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que hackathon? On m'a reposé la question il y a 6 mois. Je serais restée bouche bée, incapable de répondre. Et en fait, j'ai appris ce qu'était un hackathon au cours de 6 mois et maintenant, je peux partager cela avec vous. Alors, hackathon, c'est un mot à la mode. Ça peut être de la conception de processus. En fait, l'idée, c'est de réunir des personnes de différentes régions, de différents domaines et d'étudier un problème. Et là, en l'occurrence, c'était les soins pédiatriques en contexte humanitaire et ce n'était pas quelque chose de ponctuel. C'était pas moi qui devais identifier les problèmes du terrain. C'était environ 40 entretiens avec des gens du terrain, des pédiatres, des médecins, des anesthésistes, des conseillers, des infirmiers, des conseils du côté pédiatrique, des conseils du... je me suis aussi adressée à des gens extérieurs à MSF pour avoir un autre point de vue. Et ce faisant, on a identifié un certain nombre de sujets qui ne sont pas nécessairement la priorité des programmes et des missions MSF, mais qui intéressent 90% des personnes qui nous ont dit c'est un problème récurrent auquel on doit tous faire face, quels que soient les programmes. La première chose, c'était les fluides, la prévention, la protection des pansements, les changements de pansements. Alors, avant de vous donner tous les détails, vous allez voir une petite vidéo qui va vous donner un aperçu de ce qu'est ce hackathon. The different challenges that we gathered for the pediatric hackathon are one. Les défis du hackathon concernent la prévention du palu, la gestion des liquides, les pansements et des thérapies ludiques pour les enfants. Donc 6 équipes ont travaillé sur ces difficultés. Alors, ça, c'est les fluides en néonatalité pour que ce suivi soit plus simple pour les médecins. On voudrait avoir des nouveaux types de pansements pour que les lésions soient propres et sèches et qu'ils ne s'abîment pas lorsque les enfants sont en train de jouer. Donc il s'agissait de trouver des solutions innovantes . Ensuite, il y a un jury qui a sélectionné les lauréats des différentes catégories. It was difficult, but overall we had our 3 or 4 favorites, and then together in discussion tried to define who was the more. Dans notre discussion, on a essayé le groupe qui était le plus imaginatif, le plus créatif, la solution la plus intéressante. Il y avait une solution de clamping. J'ai eu un clamp dans les mains pendant des centaines et des centaines de fois. Et là, c'était une révolution, ce qui a été proposé par l'équipe qui travaillait sur les fluides. On a essayé de résoudre le problème dans l'administration des fluides. En fait, le problème, c'était le clamp. Et d'avoir quelque chose qui était à la fois petit et maniable. On voulait quelque chose qui soit plus gros, qui permette de mieux réguler le débit aussi. Et nous espérons que certaines de ces solutions
vont se concrétiser grâce à votre aide et à votre soutien. So I'd like to mention I had nothing to do. J'y suis pour rien à la vidéo. Je voulais juste vous le dire. En tout cas, on a une équipe communication vraiment formidable. Ils ont fait ça à la dernière minute parce qu'on a terminé hier à 18h. En tout cas, c'était formidable. Je voulais juste vous dire, c'est juste le résultat de 2 journées de travail, même une journée et demie finalement. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de se connaître les uns les autres, comprendre quels étaient les problèmes. Donc, on en est au tout début. C'est un peu une sorte d'ensemencement qui vient d'avoir lieu, mais vraiment, j'ai été très, très impressionnée par l'équipe, la façon dont les gens ont travaillé. Ils ont fait preuve d'innovation. Ils ont utilisé les Lego et d'autres matériaux. Vous avez vu, les ciseaux, tout ça. Vraiment, c'était très, très chouette. Donc voilà, le temps tourne, je sais. Alors, bien entendu, on s'est bien amusé, mais quand même, c'était du travail. Et les solutions, eh bien, je l'espère, on va pouvoir les disséminer, les faire avancer. Et on a eu un panel de gens de MSF et de gens externes. Alors, les gens MSF, beaucoup d'expérience sur le terrain. Et l'expérience de tous, j'espère, a été tout à fait valable. Le jury a sélectionné 2 équipes, 2 gagnants. Alors bon, c'est pas forcément des gagnants en tant que tels, mais bon, il a fallu en choisir 2. Alors, une équipe s'est penchée sur l'impact et la deuxième sur l'aspect innovation. Je vais demander à Meshiko, Carla et June de se lever. Rien d'autre à faire, ni rien à dire, mais il faut vous lever. Vous êtes partie du groupe qui a remporté le prix Innovation. Vous vous êtes penché sur le traitement des blessures. Enfin non, peut-être que je devrais formuler les choses différemment. Alors, on pense qu'on a des bonnes recommandations, mais il s'agit de protéger les pansements, éviter qu'ils soient salis, éviter qu'ils soient salis par l'urine, les selles. Donc, en fonction de la taille de l'enfant, de l'emplacement de la blessure, on pouvait la couvrir de cette façon, faire différentes choses. Alors, c'est le tout début, mais je pense qu'il y avait des idées vraiment pertinentes. Donc, allez les voir. Ou venez me voir si vous souhaitez en savoir plus. Deuxième groupe. Alors, c'était l'impact. Vous avez entendu Marsha et je suis sûre qu'elle est contente qu'on ait pu la voir sur vidéo. Elle a dit que c'était révolutionnaire. Et on a vu Momo aussi, vous êtes dans le public, je le sais. Donc, eux, ils ont travaillé sur la gestion des fluides. Voir de quelle façon on pouvait être peut-être plus précis dans le décompte. Et ils ont une idée vraiment très, très intéressante. Bon, il faut la tester, il faut faire des prototypes, c'est évident, mais c'était vraiment très, très intéressant. Donc, allez les voir aussi. Et on va voir si on peut améliorer les soins qu'on prodigue à nos patients et améliorer leur état de santé. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être qu'on verra ces prototypes à la prochaine rencontre pédiatrique. Alors, pause déjeuner maintenant, quelques petites annonces avant. Il y a des affiches à l'extérieur, je pense que vous les avez déjà remarquées. Donc, 1 à 66, les autres seront affichés demain. Pendant la pause déjeuner, si vous avez une affiche, eh bien, restez à côté, afin que les gens puissent vous poser des questions. Si vous vous demandez qui a fait quelle affiche, eh bien, il y a la liste qui est affichée également et vous pouvez aller voir quels sont les sujets. Donc, on reprend à 14h. Je vais vous demander d'être à l'heure. Merci.